Ok. Bienvenue dans ce cours de économie, macroéconomie, des gestionnaires et intitulé Éco 2401. Je ne sais pas si vous me recevez. Si vous me recevez, vous faites un signe. Oui, Ok, très bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire l'introduction parce que bon, c'est une nouvelle. Ensemble, on va voir le thème 1 et les éléments importants à retenir pour bien entrer dans la matière. Donc, notre thème 1 s'intitule Les outils essentiels pour raisonner en économie. En gros, c'est qu'est-ce qu'il vous faut pour savoir comment raisonner en économie, comment parler comme un économiste, comment analyser ou critiquer des thèmes ou bien des résultats économiques. C'est dans ce thème que nous allons voir quelques éléments qui peuvent nous permettre de connaître cela. La macroéconomie, c'est c'est l'une des deux branches de l'économie, celle qui étudie l'économie dans son ensemble. Donc, on voit les grands agrégats économiques. Quels sont donc les outils que nous avons? Donc, la première des choses que nous avons, ce sont les modèles économiques. C'est quoi donc un modèle économique? Il faut savoir qu'en économie, on fait ce qu'on appelle des représentations simplifiées. On va faire des équations, des graphiques, des tableaux, des phénomènes. Donc, ces modèles-là nous permettent d'expliquer, de prévoir et évaluer des décisions. Donc, je prends un phénomène simple. On vous dit que plus le prix augmente, moins des personnes achètent. Plus le prix augmente, moins des personnes achètent. En économie, on va parler la quantité demandée diminue, plus le prix augmente, la quantité demandée diminue. Les économistes vont donc essayer de matérialiser cela sous forme d'équations, sous forme de graphiques. Ils vont peut-être se dire, quand le prix est à 2 dollars, on va acheter 10 unités. Quand le prix est à 4 dollars, bon, ça c'est l'achat. Le prix augmente. On va acheter moins d'unités. Parce que bon, peut-être on n'a pas assez de moyens, notre préférence a peut-être changé parce que le prix a augmenté. Quand c'est peut-être 4, on va maintenant acheter 6 unités, etc. Quand c'est 6 dollars, on va acheter par exemple 4 unités. Quand ça sera peut-être 8 dollars, on va acheter 2 unités. Quand ça sera peut-être 10 dollars, on doit acheter aucune unité. Donc, ça dépend généralement de notre revenu disponible pour l'achat de cette unité-là. Donc, en gros, on va représenter cela par des équations, comme nous allons voir peut-être dans la suite. On va représenter également cela par des graphiques. On va représenter celui-ci sous forme d'un repère. Généralement, c'est comme ça. Et ici, vous aurez ce qu'on va appeler le prix. Et ici, vous aurez ce qu'on va appeler les quantités, qu'on va représenter comme ça. Et on va faire donc une correspondance. On va dire quand c'est 2 dollars, donc le prix c'est ici. Donc quand c'est 2 dollars, la quantité c'est 10 unités. Donc on va venir ici, faire la jonction, on va dire peut-être que ici, voici le point de rencontre. Ici ça c'est 2 dollars, ici ça c'est 10. Ensuite, quand c'est 4 dollars,
peux mettre peut-être là, 4 dollars. On me dit que c'est 6 unités. Donc, je viens ici, 4 dollars et 6 unités peuvent se rencontrer là. Je mets un point. Quand c'est 6 dollars, je peux mettre ici 6 dollars. On me dit ici que c'est 4 unités. Donc, je viens peut-être là. Mais 4 unités, 6 dollars et 4 unités. Nous sommes là. Et quand c'est 8 dollars, c'est 2 unités. On vient là, on représente. Et enfin, quand c'est 10 dollars, je peux venir la mettre 10 dollars. Il n'y a pas d'unité. On vient donc, on met là. Donc, on trace donc une courbe. Je peux tracer là. On trace donc ce qu'on va appeler une courbe. De l'achat, que nous on va appeler plus tard la courbe de la demande. Donc, en gros, c'est ce à quoi les modèles nous aident. Il y a déjà des logiciels qui nous permettent de faire très bien ça. Vous connaissez Excel, par exemple. Ça nous permet facilement de faire cela. Donc, c'est très important de connaître la définition des modèles. OK? Très bien. Pourquoi c'est utile dans notre contexte, par exemple, des gestionnaires? Parce que ça permet de décider d'un prix, de prévoir les ventes. Ça, c'est l'utilité des modèles. Ça nous permet d'anticiper. Donc, on va anticiper l'effet. Par exemple, le gouvernement se dit, si on augmente la taxe de 1%, quel sera l'effet sur les ménages? Quel sera l'effet sur les entreprises? Quel sera l'effet sur les chômeurs ou bien sur le chômage, etc. Quel sera l'effet sur la demande de l'emploi, l'offre de l'emploi, par exemple? Donc, ça permet aussi de prévoir les politiques économiques. Donc, les politiques économiques, ce sont donc l'ensemble des décisions prises par les pouvoirs politiques en vue d'appliquer un changement, une réforme qui va permettre d'aller dans une direction voulue. Donc, ça permet donc de définir les politiques économiques et la communication. Vous allez voir que la plupart de personnes qui vont en politique lors des élections, on va toujours parler de chiffres. On dit par exemple que sous le gouvernement de tel, la taxe a augmenté. Sous le gouvernement de tel, le Canada a perdu tel nombre de milliards de dollars. C'est à base des modèles économiques qu'on définit tout ça. Donc, les modèles économiques sont très, très, très importants en économie. Donc, on verra comment généralement définir cela tout au long des cours à venir. Ça, c'est le premier élément. Ok, est-ce qu'il y a une question déjà sur cette partie avant qu'on puisse continuer? Pour le moment, non. Non. Très bien. Le deuxième, c'est l'exemple d'un modèle, on appelle généralement le modèle de l'offre et la demande. Donc, ça, c'est vraiment un modèle de base. Donc, par exemple, si nous sommes là sur la demande, prix, fonction négative du prix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus le prix augmente, plus la quantité demandée diminue. Plus le prix baisse, plus la quantité demandée augmente. En gros, c'est ça. Donc, généralement, pour identifier une équation de demande, le chiffre qui sera à côté du prix sera négatif. Il faut savoir que Q en économie, ça va toujours représenter la quantité. Et P va représenter le prix. Les autres lettres sont aléatoires. C'est juste pour représenter des nombres.
les autres lettres comme par exemple A, B, C, D sont les réels, sont les nombres réels. Donc, sont des nombres réels. Des nombres réels. Donc, quand on parle par exemple de l'équation de la demande, par exemple, c'est simple. Comment on voit ça de façon claire? Plus le prix de l'iPhone, par exemple, le prix de l'iPhone. Ça, c'est la quantité demandée. On met au D comme ça. Quand un iPhone vient de sortir, le prix est à 2500 $. C'est vrai qu'il y a d'autres paramètres en économie qu'on considère pour pouvoir définir certains phénomènes. Mais en général, pour le consommateur lambda, quand le prix est élevé, vous allez voir par exemple, ici, il y a 10 demandes. Quand le prix va passer à 2000, il y aura 15 demandes. Quand le prix va passer à 1500, $1500, il y aura 20 demandes. Quand le prix va passer à 1000 $, il y aura 25 demandes. Quand le prix va passer à 500 $, il y aura 20 demandes, etc. On appelle donc ça l'offre, la demande. On voit que plus le prix diminue, plus la quantité augmente. Et plus le prix augmente, moins et plus la quantité diminue. En gros, c'est ça la demande. C'est le modèle de l'offre et la demande. Et l'offre, c'est le contraire. Donc, quand on parle de demande, vous pensez directement au consommateur et au client. Vous mettez dans la peau du consommateur et dans la peau du client. Et lorsqu'on va parler de l'offre, vous devez vous mettre dans la peau de l'entreprise. Dans la peau de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Plus les prix sont élevés, plus l'entreprise a envie de vendre. Donc, pour l'entreprise, on va voir que plus les prix augmentent, plus la quantité offerte. Ici, on peut l'appeler quantité offerte. Généralement, on peut mettre O ou bien même O en haut. Donc, on l'appelle généralement la quantité offerte. Vous allez voir que la quantité va donc augmenter. Quand ça sera 2000, ils vont vouloir vendre 20. Quand ça sera 1500, ils vont vouloir vendre 10, 5 et 500, ils vont dire non, on ne vend pas une unité. Donc, voilà la loi de l'offre et voilà la loi de grands éléments qui influencent sur la demande et sur l'offre, mais à votre niveau, différentes lois qui pour les éléments qui influencent cela. Bon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça déjà? Ou bien c'est correct? Allô? Oui, ok, pas. Non, il n'y a pas de Oui. question. Jusqu'à là, j'arrive à suivre. Ok, il n'y a pas de questions, c'est ça? Parfait. C'est magnifique. Maintenant, là, on va analyser les données. Se concentrer sur ces deux éléments que j'apprécie bien, la corrélation et la causalité. Donc, quand on parle généralement corrélation, ça veut dire il y a un lien entre les deux. Corrélation. Corrélation. Quand on parle de corrélation, c'est généralement pour définir qu'entre deux variables, une variable, c'est un élément qu'on observe, une caractéristique qu'on observe. On voit qu'il y a un lien.
Par exemple, j'observe qu'à chaque fois que mon employeur augmente les prix, ou bien augmente les salaires, le nombre d'heures désirées à travailler augmente. Il y a un lien entre le salaire et le nombre d'heures désirées. Par exemple, c'est un lien. Une autre façon, à chaque fois que le niveau d'études augmente, il y a une baisse du chômage. Une baisse du chômage. On voit qu'il y a une corrélation entre les deux. Maintenant, quand on parle de causalité, ça veut dire que quelque chose provoque le changement sur autre chose. Donc, et généralement, la corrélation ne veut pas dire qu'il y a la causalité. C'est très important. Ce n'est pas parce que nous sommes cause d'un phénomène. Nous pouvons être en relation, mais je ne suis pas la cause d'un autre phénomène. Donc, il faut toujours dire et savoir que la corrélation est différente de la causalité. Donc, en économie, on dit souvent que la corrélation ne veut pas forcément dire la causalité. Donc, il y a ces deux thèmes en économie que chacun doit pouvoir maîtriser. C'est très, 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 très important. Corrélation et causalité. Question, vous pouvez me couper. OK. Maintenant, il y a aussi un peu de mathématiques et qu'on va utiliser pour pouvoir parler en termes de chiffres. Parce que les hommes mentent, comme on dit souvent, mais les hommes peuvent se tromper, mais les chiffres ne mentent pas, entre guillemets, même comme on peut les utiliser pour mentir. La première chose que vous devez connaître, c'est le taux de croissance. Le taux de croissance. C'est un élément très important en économie, le taux de croissance. C'est juste la variation. Donc, cette formule-ci, peut-être, elle ne peut pas vous dire quelque chose, mais je vais essayer de vous définir chaque terme. Donc, GT, c'est le taux de croissance au temps T. XT, X c'est une variable qu'on aimerait savoir. Par exemple, il faut savoir que T représente le temps. Donc, c'est la valeur de la variable X au temps T. Bon, et quand on met xt moins 1, c'est la valeur de la variable X au temps T moins 1. Donc, ça veut dire que si T, c'est 2025, T moins 1, c'est 2024. Ça veut dire simplement que je fais moins une année ou bien moins une période. Donc, la période peut être 10 ans, etc. Donc, c'est juste un taux de croissance. Donc, T-1, c'est juste la période passée. Période passée. Ça ne veut pas toujours dire l'année moins 1. Ça veut dire simplement la période passée. Si on compte en termes de 10 ans, T-1, c'est il y a 10 ans. Si on compte en termes d'une période d'1 an, T-1, c'est il y a 1 an. Donc ici, c'est 2024. Donc, si on vous dit, par exemple, que le PIB du Canada en 2025
en 2024 était de 2000 milliards de dollars. Et le PIB du Canada en 2005 était de 1500 milliards de dollars. On vous pose la question, calculez le taux de croissance du PIB du Canada en 2024. Vous prenez juste la valeur au temps présent, c'est-à-dire le 2000, vous divisez par la valeur passée, 1500, et vous faites moins 1. Prenez votre calculatrice. 2000 divisé par 1500 égale moins 1. Ça nous donne 0,333333. Si vous voulez un pourcentage, vous multipliez par 100. Ça va vous donner 33,33%. Donc, en économie, vous devez donc dire que de 2005 à 2024, le PIB a augmenté de 33%. C'est comme ça que les économistes s'expriment. De 2005 à 2024, le PIB a augmenté de 33%. Ça, c'est le premier élément qu'il faut savoir. Est-ce que c'est correct? C'est compris pour ça? Oui, c'est compris. Parfait. Deuxième élément, c'est le taux de croissance. Bon, je vais mieux l'appeler TCAM. Le taux de croissance annuel moyen. Taux de croissance annuel moyen. C'est mieux d'utiliser ça. Taux de croissance, c'est comme ça. Taux de croissance annuel moyen. Donc, en gros, c'est par an, par une période. On veut voir en moyenne, par période, ça augmente de combien. Donc, on va toujours l'appeler le taux de croissance. C'est juste la valeur finale sur la valeur initiale exposant, parenthèse, 1 sur le nombre d'années ça peut être une année, le taux moins 1. Si on reprend notre exemple, PIB 2024, 2000 milliards de dollars. PIB 2005, 1500 milliards de dollars. On vous pose donc quel est le taux de TCAM, donc le taux de croissance, annuel moyen, TCAM. Donc, le taux de TCAM, c'est simplement la valeur finale, selon le 2000, sur la valeur initiale, qui est le 1500, sur 1 divisé par le nombre d'années. De 2005 à 2024, il y a combien d'années? Vous faites juste de la soustraction. Vous allez voir que c'est 19 ans, faites moins 1. Et il faut savoir faire ce type de calcul avec la calculatrice. Prenez votre calculatrice. 2000 divisé par 1500 égale
vous appuyez l'exposant, vous aurez la parenthèse, 1 divisé par 19, vous fermez, égal, vous faites moins 1, égal, ça vous donne 0,01526. Si vous multipliez par 100 pour donner un pourcentage, vous allez voir que 1,526%. Donc, comment on va dire que de 2005 à 2024, le PIB a augmenté de manière annuelle de 1,2, de 1,52, de 1,52% ou bien 53% en moyenne par année. Donc, le taux de croissance du PIB était de 1,52 en moyenne par année de 2005 à 2024. C'est ce que les économistes ou bien les politiciens utilisent souvent, de tels langages pour pouvoir parler. Donc, c'est très important de connaître ces deux éléments en ce qui concerne le taux de croissance annuel moyen. Maintenant, il y a quelques équations mathématiques que chaque étudiant de ce cours doit maîtriser. Ça va vous aider à faire beaucoup de calculs et ça va vous aider à faire le moins. Vous devez être capable de faire un peu les exposants, de maîtriser les exposants, de pouvoir maîtriser les graphiques et de pouvoir maîtriser les multiplications. Donc, je vais expliquer ça ici. Si, je vais prendre le X, si j'ai par exemple Z, une variable Z qui se multiplie par X fois Y. Donc, pour obtenir une variable, je multiplie deux autres variables. Si je veux le taux de croissance de cette variable-ci, de Z, donc ça de Z, c'est la même chose que le taux de croissance de X plus le taux de croissance de Y. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. J'ai une variable qui s'obtient par la multiplication de deux autres variables. Le taux de croissance de celui-ci égale à l'addition des deux taux de croissance. Donc, des fois, on peut noter le taux de croissance de Z égale au taux de croissance de X plus le taux de croissance de Y. C'est la même chose. Deuxièmement, si j'ai une variable, par exemple, je peux prendre quoi avec ZN? U. Pour avoir U, j'ai X exposant N. Et j'ai besoin de connaître le taux de croissance de U. Alors, le taux de croissance de U est simplement égal à N fois le taux de croissance de X. Vous devez connaître donc cette formule, ces deux formules. Donc, alors, ça là, c'est toléré. C'est en économie, on tolère ça, mais rigoureusement, bon, c'est pas trop le cas, mais en économie, on tolère ça. C'est très important ces formules parce que ça va nous aider. Par exemple, quand on va voir les courbes les cas de Cobb-Douglas, on va voir certains éléments. Il est très essentiel de pouvoir connaître ceci. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à savoir? Bon, on a vu le TCAM, on a vu le taux de croissance, on a vu dans ces multiplications.
Maintenant, c'est très important de pouvoir donc s'appliquer avec quelques exercices. C'est vrai qu'on a déjà vu. Si on vous parle de l'équilibre, vous devez savoir l'équilibre, la demande. Donc, quand on vous parle de l'équilibre, c'est une situation de marché où l'offre égale la demande. Schématiquement, vous aurez un graphique comme ça. Ici, vous aurez les prix, comme on a vu. Ici, vous aurez les quantités. On aura l'offre sera une courbe comme ça. L'offre sera une courbe comme ça. La demande sera une autre courbe comme ça. On va appeler celui-ci l'offre. Celui-ci la demande. Et ici, on va appeler ça le point d'équilibre. L'équilibre, comment il est formé? Il sera formé de la quantité d'équilibre et du prix d'équilibre. On va noter généralement le prix d'équilibre comme ça avec l'étoile et la quantité d'équilibre comme ça avec l'étoile. P étoile, ça c'est le prix d'équilibre. Prix d'équilibre. Et ça, c'est quantité d'équilibre. Très important. Donc, on vous donne les équations et on vous demande l'équilibre. Tout ce qu'on a besoin simplement, c'est de savoir est-ce que cette personne-ci est capable de déterminer c'est quoi son prix d'équilibre, c'est quoi sa quantité d'équilibre. C'est simplement ce schéma-ci qu'on attend généralement. Si on prend un exemple, s'il y a une question, vous pouvez me voir. Exemple, on vous parle par exemple, l'offre est, par exemple, de quantité offerte est égale à 20 plus 2P. La demande est la quantité demandée. 200 moins 4 fois le prix. Calcul de l'équilibre. Donc, c'est assez simple. Pour résoudre ce type d'exercice, vous devez simplement dire que à l'équilibre, l'offre égale la demande. Vous recopiez dans l'équation de l'offre, qui est celle-ci. Donc, c'est-à-dire 20 plus 2P égale 200 moins 4P. Maintenant, il s'agit un peu d'algèbre. On va regrouper les P entre eux, les chiffres entre eux. Donc, j'aurai la 2P plus 4P égale à 200 moins 20. Ça, c'est les cours de maths 1002. Ici, donc, j'aurai 6 fois le prix égale à 180.
Ça veut dire simplement que le prix d'équilibre, c'est 180 sur 6. Ça va me donner donc 32 $. Lorsque j'ai le prix d'équilibre, je peux remplacer dans l'une des deux équations. Donc, où P égale à 30 $, ça implique que la quantité offerte sera égale à 20 plus 2 fois 30. Ça vous donne 60, ça va vous donner 80 unités. Donc, si vous remplacez dans l'équation de l'eau, vous allez voir que vous obtenez la même chose. Pour le prix égal à 30 $, la quantité demandée égale à 200 moins 4 fois 30. Ça va faire 120 qui va donner 80 unités. Donc, le prix d'équilibre, c'est 30 $ et la quantité d'équilibre, c'est 80 unités. Donc, voilà les équations que vous serez à même de pouvoir résoudre de façon simple et de façon triviale. Vous devez être capable de faire cela. On va vous donner aussi des exercices, par exemple, sur le taux de croissance. On peut vous donner un exemple. Donc, en 2025, la vente d'un produit était de 2,5 millions de dollars. En 2024, la vente était de millions de dollars. Le taux de croissance GDT, le taux de croissance annuelle moyenne. On sait que GDT 2020, prenons même ça en 2020, pas 2025. La valeur finale, c'est combien? 2,5 millions divisé par 3,6 moins 1. Prenez votre calculatrice. 2,5 divisé par 3,6 moins 1 fois 100. On trouve moins 30,55%. Ça veut simplement dire que les ventes ont diminué de 30%. Maintenant, on vous demande le taux annuel, le taux de croissance annuel moyen. On fait juste 2,5 sur 3,6. L'exposant, on met le nombre d'années. 1 divisé par 5 moins 1. On prend notre calculatrice. 2,5 divisé par 3,5. C'est bien ça. Divisé par 3,6, autant pour moi, égale exposant parenthèse 1 divisé par le nombre d'années 5 égale moins 1 fois 100. Donc, en moyenne par année, les ventes ont baissé de moins 7,033%. Donc, voilà comment
vous seriez capable de déterminer ces éléments. Le taux de croissance annuel moyen. Donc, voilà ce qu'il en est de cette introduction. Merci. Il faut prendre le temps pour écouter, savoir tracer. Et quand vous allez débuter le cours, il y aura certains petits ajouts. Mais en gros, voilà l'essentiel à retenir pour ce premier chapitre, premier thème. Dans les thèmes à venir, nous allons aborder des notions. Donc, c'est déjà bien de prendre l'avance. Je ne sais pas s'il y a une question avant que je clôture. Est-ce qu'il y a une question, une interrogation ou bien tout est clair? Non, ça veut dire que tout est clair. Ok, donc Oui, c'était oui, un... pardon. Oui, c'est Oui. bon? Oui, oui, tout est clair. Ok, parfait. Donc c'était un plaisir de faire ce cours avec vous. Dès que possible, je vais traiter le lien et disposer pour que les personnes puissent réécouter. Quand vous allez commencer votre cours, vous aurez aussi d'autres D'accord. éléments. Donc, je vous encourage déjà à vous lancer dans votre parcours pour ne pas avoir le stress en mi-chemin. Et si vous avez besoin d'un suivi, nous sommes là disposés à tout faire pour que vous réussissiez votre cours. Donc, c'était un plaisir. Et n'hésitez pas, si en revisant vous avez des questions et autres, nous sommes disposés à tout faire pour que vous puissiez réussir. Donc, merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres éléments. Merci beaucoup à vous. J'aimerais juste savoir jusqu'à quand est-ce que ce genre de cours-là va durer? Jusqu'à la rentrée? Oui, jusqu'à la rentrée. Ok, parfait. Et vous offrez des séances Donc, de tutorat aussi? bien sûr, oui. Après la rentrée, ce sera les séances de tutorat maintenant. Oui. Ok, Pour ceux qui ont excellent. des Bon, besoins et autres, merci. nous sommes disposés à répondre à tout cela. Oui. Excellent. Mais merci beaucoup, c'est très apprécié. D'accord.